Bonsoir, Madame, Monsieur, merci de vous joindre à nous. Les Walis, sommés d'être la locomotive du développement socio-économique local, c'est le président de la République qui l'exige et c'est en somme ce qu'il faut retenir de la réunion gouvernement Wali de cette semaine. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Eh bien que les premiers responsables des wilayas devront trouver des solutions concrètes justement aux problèmes et projets des citoyens, trouver des ressources financières et créer de l'emploi et de la richesse. En somme, concevoir une nouvelle approche plus moderne de la gouvernance locale. Abdelmajid Tebboune a d'ailleurs pointé les défauts de gestion, le manque de résultats probants sur certains dossiers socio-économiques, voire la léthargie qui inhibe la relance de l'investissement local depuis bientôt 2 ans. Le président de la République a fait lors de cette réunion, la 3e du genre, plusieurs annonces importantes d'intérêt socio-économique et sur lesquelles on reviendra tout au long de cette émission. On reviendra également sur les orientations qui ont sanctionné cette rencontre et qui vont donc dans le sens d'établir une feuille de route d'application des directives du président de la République. On en parle ce soir avec notre invité, Monsieur Mohamed Amin Dramchi. Vous êtes Wali de Tiaret. Bonsoir. Bonsoir Madame. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci de m'avoir invité et de me donner l'occasion de revenir sur des sujets très importants et très attendus par nos concitoyens et qui ont fait l'objet d'un intérêt de l'allocution de Monsieur le Président de la République hier, lors de la réunion, l'ouverture de la réunion au gouvernement Wali. Et au passage, je salue tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Très bien, vous êtes le bienvenu. Alors, le Président de la République a fait un constat sans complaisance, on peut le dire, de la situation actuelle. Il parle d'une économie sous-développée, désintégrée, dépourvue d'échanges intersectoriels et totalement donc orientée vers l'importation. En somme, les choses peinent encore à évoluer. On rappelle que c'est la 3e rencontre gouvernement Wali, surtout dans le domaine de l'investissement. Pour quelles raisons, selon vous, Monsieur Dramchi? D'abord, il faut dire que ce constat du président va en droite ligne vers les discours qu'il a annoncés depuis son investiture, c'est-à-dire dire la vérité aux citoyens et faire le constat quel qu'il soit. Oui. Et hier, lors de la cérémonie d'ouverture de la 3e réunion au gouvernement Wali, Monsieur le Président de la République, hier, a fait des annonces très très importantes qui s'inscrivent, toutes ces annonces s'inscrivent directement dans sa stratégie, dans la stratégie qu'il a mise en place depuis décembre 2019. Et hier, lors de l'ouverture de cette conférence périodique gouvernement Wali, il a mis l'accent sur un sujet très important et qui est attendu de tout le monde, à savoir la relance de l'économie du pays. Et cette relance ne peut venir qu'à travers la relance de l'investissement local. Donc ça, hier, le débat de M. le Président de la République a été centré autour de cette question clé qui est la relance. Alors, pour répondre à ma question, pourquoi aujourd'hui ces blocages qui peinent à être levés pour justement doper l'investissement dans notre pays, l'investissement local particulièrement? Il y a, Monsieur le Président de la République hier a évoqué 2 raisons à cela. La première raison, il l'a dite et il a annoncé des mesures qu'il a prises dans ce sens, à savoir la mise en confiance des responsables, des gestionnaires qui ont la charge de l'investissement à travers une loi qui va venir, qui concerne la dépénalisation de l'acte de gestion. C'est des choses dont il a déjà parlé. Et c'est ce qu'il a dit un peu hier. Il disait, oui. Je le répète encore aujourd'hui, vous avez ma confiance, parlant des Wali, oui. Mais les choses n'ont pas évolué depuis. Monsieur le Président de la République l'a rappelé hier. Et tous les responsables, je parle des Wali, ils ont pris note que le Président de la République a mis en confiance tous les responsables, notamment les responsables au niveau des collectivités locales qui ont la charge d'enclencher l'investissement, donc mesdames et messieurs, les Wali. Le deuxième levier, ça c'est le premier levier, ça c'est... C'est les enquêtes anticorruption. Je considère que ce point-là est d'une importance cruciale parce que l'investissement, la relance de l'économie est tributaire de la mise en confiance des cadres
et des responsables qui ont la charge de relancer cet investissement. Il l'a dit clairement. Il l'a dit clairement. Il l'a dit sur la base d'informations qu'il a reçues concernant non pas ce blocage, mais cette hésitation des uns et des autres pour des raisons multiples. Le deuxième levier qui a été annoncé hier par M. C'est plus que de l'hésitation, hein. C'est carrément un blocage complet. L'investissement est totalement bloqué. Et vous allez parler du deuxième point qui est les lettres anonymes, c'est bien cela? Non. Le deuxième point, c'est la promulgation des nouvelles dispositions de la loi sur l'investissement. Oui. Monsieur le Président de la République. La révision du code de l'investissement. De l'investissement. Qui va être promulgué d'ici la fin de l'année. Alors, ces deux leviers, moi, il me semble qu'aujourd'hui, les choses sont claires. Ces deux leviers, une fois actionnés, permettront certainement de relancer l'investissement et de relancer l'économie locale parce que, parallèlement, les potentialités existent. Il y a beaucoup de chances, beaucoup de potentialités et beaucoup de domaines dans lesquels les Algériens, notamment les jeunes désireux d'investir, ont l'occasion de le faire dans un avenir proche. Mais avant d'arriver à la révision du Code de l'investissement, il y a des choses simples et le Président de la République l'a dit lui-même que ce n'était pas à lui de demander certaines choses qui étaient évidentes comme accueillir tout simplement les investisseurs. L'accueil par les Walis. Il a exigé que les Walis consacrent une journée par semaine pour accueillir l'investisseur. Et ça, ce n'est pas fait. C'est quand même important de commencer par là avant de demander la révision du Code de l'investissement. Accueillir des projets, l'orienter et ne pas le laisser aux griffes de médias véreux. Il y a, les investisseurs sont régulièrement reçus au niveau d'un canal, une cellule d'écoute qui existe et à travers laquelle les investisseurs sont périodiquement reçus. Par les Walis? Par les Walis, oui. Oui, par les Walis, ils sont reçus durant ces audiences. Donc comment expliquer que le président en a parlé? Les investisseurs posent leurs problèmes. Et comment expliquer que le président en a parlé? Le président veut plus de... Oui. Monsieur le Président de la République veut plus de résultats. Et il a parfaitement raison, on y adhère tous. Il veut plus de résultats. Donc accueillir plus d'investisseurs. Accueillir plus d'investisseurs, oser davantage. Le Président perçu c'est faire plus que ce qui n'a été fait il y a 1 an et demi, ouvrir plus les portes, accueillir plus les investisseurs, être encore plus à l'écoute de leurs doléances. Voilà ce que veut Monsieur le Président de la République. Et c'est ce qui sera appliqué dans les prochains jours. Alors, pour donner un exemple justement, ou une vision peut-être non exhaustive de ce qui se fait en matière d'investissement, ce sont les chiffres de l'ANDI en 2021 sur 346 projets inscrits depuis 2018. 98 n'ont pas pu être réalisés en raison de différents blocages. Les investisseurs dénoncent même le système du guichet unique qui devait faciliter les procédures pour les investisseurs et qui finalement s'est avéré plutôt être un mécanisme de protection administrative pour les bureaucrates. Cette lenteur d'investissement, laissez-moi vous dire qu'elle n'émane pas uniquement de la bureaucratie de l'administration. Il y a, par le passé, des investisseurs qui ont obtenu des terrains dans le cadre du foncier industriel, des pseudo-investisseurs, mais qui n'ont jamais lancé leur projet. D'ailleurs, le travail que nous sommes en train d'effectuer maintenant, en attendant la promulgation de la loi sur l'investissement, c'est de procéder à l'assainissement de ce foncier industriel, parce que on s'est rendu compte que nombre d'investisseurs qui ont bénéficié par le passé dans le cadre de l'investissement, ils ont bénéficié des années d'investissement, on n'a jamais vu
jour. Bon, nous sommes en train de... Et sur cet aspect, madame, sur cet aspect, beaucoup de choses ont été récupérer un nombre considérable de terrains, de fonciers, par le biais de la justice. Et ce foncier industriel qui a été récupéré dans le portefeuille du foncier industriel afin d'être réinjecté au profit des véritables investisseurs dans le cadre de des nouvelles dispositions relatives à l'investissement. Alors, à quoi on peut s'attendre? Qu'est-ce qui doit être exigé dans le nouveau code de l'investissement pour, encore une fois, lever ces blocages? Puisque la question du foncier, elle va être réglée. On ne connaît pas encore les délais d'exécution, hein, c'est étalé dans le temps. C'est quelque chose qui passe aussi par la justice. Donc, on n'a pas de délai d'exécution arrêté. Oui. Alors pour ce qui est du foncier industriel, ce qui est attendu, les nouveautés qui sont attendues, c'est les facilitations des procédures. Nous, en tant qu'administration, notre rôle, c'est d'accompagner cet investisseur. C'est de l'accompagner dans l'aboutissement de son investissement, c'est de l'accompagner dans l'obtention du permis de construire, c'est de l'accompagner dans la viabilisation, l'aménagement, la préparation du terrain, du foncier sur lequel doit être implanté son investissement. Et sur ce plan-là, les zones industrielles qui accueillent ce foncier industriel, avant de les octroyer aux investisseurs, il faut d'abord les aménager. Et pour les aménager, il faut des programmes d'investissement public, il faut des budgets pour pouvoir aménager ces zones industrielles, quoique un nombre important de ces zones industrielles sont déjà préparées, sont déjà prêtes à recevoir ces investisseurs. Mais il y a une mise à niveau de ces zones industrielles qui ne le sont pas réellement concrètement. Oui, je vous l'accorde. Il y a cette mise à niveau qui fait que l'investisseur lui-même, nous devons l'accompagner dans le choix de l'investissement. Dans le choix de l'investissement qu'il doit faire. Et là, Monsieur le Président de la République l'a rappelé hier, dans cette stratégie de cartographie de l'investissement, en tenant compte de chaque région, de chaque wilaya, nous devons accompagner l'investisseur afin de l'encourager à investir dans tel ou tel domaine selon les besoins, selon les potentialités les vocations des communes ou des wilayas. Mais tout ça, Monsieur Dalamchi, a déjà été dit par le passé, accompagner, faciliter les procédures pour les investisseurs. Il y a aujourd'hui l'intersectorialité, les réseaux où les secteurs ne sont pas connectés entre eux, ce qui fait que l'investisseur passe tout de même par un chemin de croix, quoi qu'il arrive. S'il obtient une décision, une autorisation d'une direction, il lui faut une autre autorisation d'une autre direction et ainsi de suite. Et de nombreux projets sont à l'arrêt comme ça pendant des années pour des questions de permis de construire ou des... Quels sont justement les mécanismes de déblocage, encore une fois, mais très concrètement, sans parler dans les grandes lignes, accompagner, on le sait, mais comment? Je vais vous le dire d'abord les raisons. Vous avez parfaitement raison de dire que l'une des causes de la lenteur de l'aboutissement de ces investissements, c'est l'absence de coordination entre les différents secteurs. Oui. Si on a instauré le guichet unique, c'est pour faciliter la tâche à l'investisseur et non pas lui compliquer. Ça n'a pas été le cas. Parfois, ce n'est pas le cas. Pas dans tous les secteurs, mais il y a des secteurs qui parfois, ce n'est pas le cas. N'ont pas connu de développement. Effectivement, parfois, ce n'est pas le cas. Où l'investisseur est confronté à ce blocage au niveau du guichet unique, ne serait-ce que pour l'obtention du permis de construire. Oui. Effectivement. C'est souvent le point d'achoppement. C'est le point d'achoppement, parce que c'est le document le plus important qui permet à l'investisseur de démarrer son investissement. Et très souvent d'ailleurs dans le secteur en priorité du tourisme qui connaît des blocages extraordinaires dans ce domaine. Oui, effectivement, dans tous les secteurs, pas que le tourisme.
nous recevons, moi je parle de la wilaya de Tiaret, la wilaya dont vous êtes le premier dont responsable. je suis le premier responsable. Donc, et effectivement, quand je fais les évaluations périodiques concernant ces permis de construire Oui. au niveau des guichets uniques, effectivement, que je me rends compte parfois qu'il y a des lenteurs et des blocages qui n'ont aucune raison d'être. Je vous l'accorde, qui n'ont aucune raison d'être parce que le dossier de l'investisseur est éligible, ne souffre d'aucune anomalie, et que cet investisseur devrait en réalité obtenir son permis de construire le jour même. Je vous dis, ça ne se fait pas de la sorte. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président de la République, on a fait le constat. C'est la raison pour laquelle il a donné instruction à Mesdames et Messieurs le Wali de passer à l'acte à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire, concrètement, vous, par exemple, comment vous allez libérer les initiatives, désinhiber tout ça un petit peu, et surtout lutter contre la bureaucratie? Comment lutter contre la bureaucratie? À travers le contrôle, madame. À travers le contrôle. Oui. À travers le contrôle, il y a un dispositif qui est mis en place, un dispositif de contrôle au quotidien, au niveau du service dans lequel il y a le guichet unique. Et concrètement, une fois par semaine, le wali que je suis contrôle, vérifie et évalue l'état de délivrance des permis de construire au profit des investisseurs que nous recevons régulièrement. Mais est-ce que vous avez justement autorité ou est-ce que vous êtes connecté directement à différents secteurs pour justement débloquer la situation lorsqu'elle est bloquée au niveau de la RUC, par exemple, ou au niveau de la zone d'extension touristique, pour prendre cet exemple, hein, il n'y a pas que le tourisme, évidemment. Donc, il y a justement ce problème, comme je vous l'ai dit, d'intersectorialité. Le wali a autorité de débloquer quand le dossier répond aux normes et aux exigences. Quand le dossier est éligible, le wali intervient pour l'obtention du permis de construire. Maintenant, quand le dossier souffre de telle ou telle anomalie et n'est pas éligible, à ce moment-là, l'investisseur est invité à compléter, à revoir son dossier d'investissement. Alors ça, c'est pour l'investisseur qui se présente à la wilaya. Qu'en est-il pour les investisseurs qu'il faut aller chercher, qu'il faut donc attirer pour les orienter dans des projets intéressants pour la commune ou pour la wilaya? Le wali aujourd'hui est censé être dans cette démarche proactive, hein, tout simplement de démarcher les investisseurs. Le wali qui est dans cette perspective d'aller chercher les investisseurs, comme vous le dites, c'est à travers un élément majeur, je vous le rappelle, c'est à travers la mise en place d'un environnement d'investissement adéquat. C'est-à-dire? D'abord une loi sur l'investissement. Pourquoi j'insiste sur cette loi d'investissement, madame? Je vous le dis pourquoi. J'en parle et j'insiste sur cette loi parce qu'elle va venir pour corriger les dysfonctionnements. Les dysfonctionnements du passé. Quels sont les principaux dysfonctionnements de la loi? Les principaux dysfonctionnements, c'est distinguer les véritables investisseurs des pseudo-investisseurs. Vous savez, les superficies que nous avons récupérées à travers l'assainissement, ce sont des superficies immenses. C'est la raison pour laquelle nous sommes confiants, nous sommes rassurés et nous disons que demain, à travers ce travail d'assainissement, appuyé par cette nouvelle loi sur l'investissement, la machine économique va redémarrer. Nous avons récupéré des superficies énormes qui ont été octroyées par le passé à des pseudo-investisseurs qui n'ont jamais réalisé leurs investissements. Oui. Alors, pour revenir à votre question, l'investissement, on ne peut parler d'investissement que si l'environnement y est approprié. Et cet environnement est en train actuellement d'être mis en place. Il y a d'abord
l'aspect juridique, le texte sera promulgué d'ici la fin de l'année. Il y a la disponibilité du foncier industriel qui a été récupéré. Oui. Ce sont des milliers de terres, hein, c'est ce qu'a révélé le président de la République, oui. Des milliers de terrains, des superficies très importantes. Qui ont Et l'imbroglio du foncier n'est pas encore réglé, parce qu'il y a ces 3 agences qui vont récupérer un peu le dossier, 3 agences sur le foncier agricole, industriel, le foncier industriel et urbanisable. Donc ce n'est pas réglé, puisqu'il y a des terres, on le sait, qui ont été vendues plusieurs fois. Donc on ne sait pas qui est réellement propriétaire de ces terrains. Ces cas-là sont au niveau de la justice. Ouais. Tous ces cas-là. Donc, ce sont des contentieux judiciaires. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Oui. Et la justice va trancher là-dessus. Mais déjà, actuellement la superficie de terrain, de foncier industriel qui a été récupérée au niveau des zones industrielles, au niveau des zones d'activité, est considérable. Et cela va permettre... On a une estimation de combien ça représente aujourd'hui? Je vous parle de votre wilaya, par exemple. Je vous parle de ma wilaya. Nous avons récupéré, à l'heure actuelle, 985 hectares qui ont été récupérés. Ouais. Nous les avons récupérés en l'espace de moins de 2 ans. Donc, avec le concours de la justice, nous avons récupéré toutes ces superficies qui seront demain disponibles à être octroyées aux véritables investisseurs une fois cette nouvelle loi sur l'investissement promulguée. Donc, voilà, le texte sur l'investissement. Donc une base juridique. Une base juridique. Parce que, vous savez... Mais elle ne justifie pas toujours, hein, l'absence d'une base juridique, elle ne justifie pas tous ces blocages, elle ne justifie pas toute cette inhibition aujourd'hui. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Le président de la République l'a rappelé hier, il l'a dit. Faciliter, oui. Accompagner, oui. Lever les verrous, oui. Mais tout cela... Contrôler, oui. Mais tout cela dans le respect des lois de la République, madame. Il ne s'agit pas, encore une fois, je vous dis, il ne s'agit pas de reproduire les erreurs et les dysfonctionnements que nous avons vécus les années passées. Donc, cette loi... Donc vous parlez de contrôle, justement. De contrôle. Ouais. Cette loi sur l'investissement dont a parlé M. le Président de la République et même M. le Premier ministre, qui sera promulguée d'ici la fin de l'année, elle va venir... En octobre. Pour clarifier la situation. Et avant cette promulgation, nous sommes en train de préparer le terrain. Nous sommes en train de récupérer ce foncier industriel. Je vous dis, à titre d'exemple, au niveau de la wilaya de Tiaret, près d'un millier d'hectares ont été récupérés. C'est pas rien. C'est pas rien. On va parler d'équité sociale, puisqu'il en a été aussi question dans cette rencontre gouvernement Wali. Équité sociale et régionale qui n'est pas encore atteinte entre les différentes communes, les différentes wilayas du pays. Et le président donc a annoncé des programmes de rattrapage pour certaines wilayas. Il a donné l'exemple de Khenchela, mais il y en a une quinzaine. Je ne sais pas si Tiaret en fera partie. Et à nouveau, au découpage administratif au profit de certaines grandes daïras qui deviendront donc des wilayas délégués, peut-être in fine des wilayas. Donc il y a ce problème, ce dossier des zones d'ombre qui n'a pas encore été assaini. Le président a réitéré l'appel pour justement accélérer la cadence et faire clôturer tout simplement ce dossier avant la fin de l'année. Il y a là encore des lenteurs malgré des orientations et des directives précises du président de la République. Est-ce que c'est un manque de moyens? Est-ce que c'est encore une fois des inhibitions ou un manque de volonté des Wali tout simplement pour engager ces réformes? Ce développement local. Le constat dont vous venez d'évoquer, à savoir ces disparités, ces écarts de développement entre les différentes localités, même parfois dans une même wilaya. Nous l'avons vu, nous l'avons perçu, nous l'avons découvert justement grâce à ce programme de zone d'ombre qui a été lancé par le président de la République à partir du mois de mars 2020, où nous avons commencé par un travail de recensement, de balayage de toutes les localités des collectivités locales. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait des disparités. D'ailleurs, quand le travail a été fait à l'époque, nous
nous l'avons remis à M. le ministre de l'Intérieur, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des zones, qu'il y avait des localités déshéritées complètement. Déshéritées. Et l'objectif et le travail qui a été fait à partir de mars 2020, c'est de commencer à réduire les écarts de développement dans ces zones-là. Mais les délais d'exécution qui sont exigés par le président sont relativement courts. Il parle de la fin de l'année. Donc, il y a les moyens d'en finir avec, quand je dis en finir avec les zones d'ombre, en finir avec cet état de zones déshéritées. Faire accéder ces populations dans ces zones d'ombre à l'énergie, à l'eau, enfin aux services publics, tout simplement. Ce développement au profit de ces zones enclavées, oui. Au niveau de ces zones enclavées, se résume à 3 ou 4 secteurs importants. C'est les ouvertures de pistes, c'est l'éclairage, c'est l'alimentation en eau potable, c'est l'assainissement. Ça, c'est ce qui est demandé avec insistance par les habitants de ces populations-là. Et nous avons commencé par, en attendant de régler le problème définitivement, nous nous sommes centrés sur des solutions palliatives. Des solutions palliatives qui permettent aux citoyens d'acquérir et d'avoir accès à ces services en attendant les solutions définitives. Par exemple, en matière d'eau potable, en attendant d'installer, de mettre en place un réseau d'assainissement. Ce qui n'est pas toujours possible dans certaines contrées reculées. Soit parce que les zones sont trop reculées, le relief ne le permet pas, soit que les coûts sont trop élevés, soit que ça prend du temps. Donc il y a les panneaux, par exemple. Alors, les directives du président, c'est de songer à ces solutions palliatives qui sont actuellement réalisées. L'installation de citernes d'eau afin de permettre aux citoyens d'avoir de l'eau potable dans sa localité, le remplacement de l'énergie conventionnelle par les panneaux solaires, le remplacement du gaz par les citernes de gaz propane, etc., etc. Donc cela a été réalisé, mais il reste encore des résultats qui nous attendent. On n'a pas encore atteint tous les objectifs que nous nous sommes fixés. Je vous donne l'exemple de la wilaya de Tiaret, qui est une wilaya très vaste, près de 21 000 km², où nous avons recensé en mars 2020, quand nous avons ouvert ce dossier suite aux instructions de M. le Président de la République, nous avons recensé 618 zones d'ombre. L'année 2020 nous a permis de réaliser près de 450 projets qui sont achevés. D'ici la fin de l'année 2021, il y a 240 autres projets qui vont venir s'ajouter à ces projets-là qui ont été réalisés en 2020. Mais les préoccupations des citoyens sont toujours grandissantes. Elles évoluent. Donc le plus important, c'est que nous sommes à l'écoute de nos citoyens. Nous avons entamé depuis mars 2020 un travail de proximité avec les citoyens par le biais de la société civile qui nous permet de cibler les véritables urgences et les véritables priorités des citoyens. Mais laissez-moi vous dire qu'en 2020 et en 2021, en l'espace de moins de 2 ans, ce qui a été réalisé au niveau de ces zones d'ombre, de ces zones enclavées, de ces zones éloignées, est considérable en matière de transport, en matière d'énergie solaire, en matière de gaz, mais beaucoup reste à faire encore. Vous parlez d'écoute, vous parlez de proximité. Les mentalités sont en train d'évoluer dans ce sens avec, on peut le dire, une pression de la part du président de la République. Il le dit, il faut y aller, j'attends des résultats. Sans ça, il prendra les mesures qui s'imposent. Donc aujourd'hui, le Wali, avant, on peut le dire, le Wali qui était plutôt inaccessible aux citoyens, est en train d'opérer un changement avoir un profil de manager plus à l'écoute, plus proche tout simplement de ses concitoyens.
Le mode de gouvernance est en train de changer. Oui, c'est le mode de gouvernance qui change. Le mode de gouvernance est en train de changer. Le Wali d'aujourd'hui est accessible aux citoyens. Le Wali d'aujourd'hui est proche des citoyens. Le Wali d'aujourd'hui est à l'écoute. Le Wali aujourd'hui est inclusif. Il associe la société civile qui commence à s'organiser au niveau des collectivités locales. Des associations sont créées chaque jour au niveau de la wilaya, au niveau des communes, au niveau des quartiers, au niveau de ces zones enclavées, de ces zones éloignées. Et croyez-moi, le travail qui est fait en partenariat, voilà, je dis en partenariat avec la société civile, est en train d'apporter ses résultats parce que c'est un travail qui est très, très important et qui nous permet de prendre une décision maturée, alors que jadis, c'était une décision unilatérale qui était prise par le Wali sans consulter les citoyens. Donc il y a un processus de rétablissement de la confiance, tout simplement. C'est cela l'objectif. L'objectif, c'est le rétablissement de cette confiance dont a parlé M. le Président de la République à maintes reprises. L'objectif, c'est celui-ci. C'est de faire adhérer le citoyen, de le faire adhérer à la stratégie des pouvoirs publics, le faire adhérer et qu'il arrive à croire à ce que disent ses responsables et ce que dit le Wali. On y arrivera, madame. On y arrivera. Les premiers résultats sont déjà perceptibles. Les facilitations qui ont été accordées. On verra sur le terrain avec encore une fois le déblocage de l'investissement. Il faut qu'il y ait des chiffres pour appuyer vos propos. Je reste dans ce contexte-là, dans ce contexte de la démocratie participative. Les facilitations qui ont été instaurées par le ministère de l'Intérieur concernant la création des associations. Aujourd'hui, une association peut être créée, peut avoir son agrément au bout de 10 jours au maximum. Système déclaratif. Système déclaratif, 10 jours. Donc ce qui a permis, ce qui a encouragé, ce qui a incité les jeunes à créer des associations qui sont au niveau de la wilaya de Tiaret. Nous enregistrons 1250 associations, ce qui est considérable. Et ces associations qui ont été d'un apport considérable lorsqu'il y a eu l'avènement de la pandémie. Un élan de solidarité incroyable. Incroyable et très louable, que je salue au passage. Toutes les associations avec lesquelles je suis en contact au niveau de la wilaya de Tiaret ne cessent d'apporter leur soutien, leur contribution dans le cadre de la solidarité. Et là encore, on va le dire, le président aussi a appuyé sur ce point précisément. Il a dit que les Walis devaient un peu protéger ce mouvement, l'accueillir, l'accompagner. Ça n'a pas été partout le cas, dans toutes les wilayas où il y a eu un élan de solidarité, notamment lors des feux qui ont ravagé plusieurs wilayas du pays. Il y a eu là aussi un élan de solidarité et les collectivités locales n'ont pas toujours joué le jeu. Nous l'avons vu sur le terrain. Vous avez cité l'exemple des feux de forêt qui ont eu lieu. L'élan de solidarité est exemplaire. Exemplaire. Et aujourd'hui, de toutes les manières, je vais vous dire une chose. Les facilitations qui ont été accordées pour la création des associations, les directives de M. le Président de la République au profit des associations. Aujourd'hui, les associations s'imposent d'elles-mêmes. Ce mouvement associatif, moi je vais vous révéler le fond de ma pensée. Ce mouvement associatif aujourd'hui, il est là, il est présent. Même si on ne l'invite pas, il s'impose. Ça, c'est formidable. Ils sont là. À chaque fois qu'il y a un événement, à chaque fois que la société a besoin de ce mouvement associatif, ils sont là présents sans qu'on les invite. Donc il faudra composer avec eux, quoi qu'il arrive. Composer avec eux et les cadrer. C'est tout. Il y a cette volonté de leur part de vouloir participer au développement local. Très bien. Alors, on revient à la question de la révision du redécoupage administratif, Donc, il y aura de nouvelles wilayas déléguées qui
deviendront peut-être des wilayas, ça dépendra peut-être des profils, hein, d'importantes daïras dans le sud et un peu partout d'ailleurs dans le pays. Est-ce que cela va favoriser une forme de concurrence? On parlait de profil managérial des walis aujourd'hui, ça va favoriser une espèce de concurrence puisqu'il faudra aller, comme on disait, chercher les investisseurs, créer des zones d'activité. Même si, et je reprends les propos du président de la République, même si la commune n'a pas de vocation particulière, il exige à ce qu'il y ait des zones d'activité. Voilà. Il faut trouver les investisseurs, il faut trouver l'activité en question. Monsieur le président de la République, quand il a évoqué hier cette nécessité de découpage administratif, c'est pour une raison très simple qui va dans l'optique, dans le but de rapprocher l'administration des citoyens. Réduire les distances, évidemment. Réduire les distances et permettre aux citoyens, notamment dans les régions, dans les wilayas où les distances, où les superficies sont immenses, sont grandes, ce découpage réglera certainement ces contraintes et ces problèmes. Donc ça rentre dans la révision du schéma national d'aménagement du territoire. Oui, le SNAT, ça fait partie du schéma national d'aménagement du territoire qui permet aux citoyens de pouvoir trouver solution à ces préoccupations dans des délais très courts. Parce que là, vous avez dit tout à l'heure, ça avance, mais ça n'avance pas très vite. La cadence n'est pas souhaitée. Aujourd'hui, le défi, c'est d'aller très vite. C'est ça le défi. Donc c'est pour ça que je vous parlais de concurrence. Est-ce qu'il peut y avoir comme ça une dynamique concurrentielle entre les premiers responsables de wilaya, parce qu'il faudra rendre des comptes, notamment au chef de l'État, et il y aura des chiffres à présenter en matière, je vous le disais, d'investissement économique. Cette concurrence, cette émulation. Oui. Une émulation, voilà. Cette émulation entre bien entendu. C'est déjà le cas? C'est un peu déjà le cas. C'est déjà le cas, puisque nous sommes passés d'un mode de gouvernance classique à un mode de gouvernance qui s'articule sur l'obligation de résultat. Le président de la République l'a dit. On n'a pas le choix. L'obligation de... Et l'attente n'est plus on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, madame. L'obligation de résultat, parce que nos concitoyens, ils attendent des résultats. Ils attendent des résultats aujourd'hui. Ils attendent des résultats et du concret. Oui. On va parler des recommandations qui ont sanctionné cette rencontre. Et parmi elles, il y a la révision des plans de résilience des catastrophes et la volonté de les mettre à jour avec les nouveaux défis aujourd'hui. Quelle est la priorité dans ce domaine avec tout ce qu'on a connu et pas rien que chez nous? On sait que l'environnement aujourd'hui connaît des catastrophes naturelles, pour ne prendre que celles-ci, assez importantes, qui ont des conséquences très graves sur la vie des citoyens. Quelle est la priorité dans ce secteur? La priorité, c'est de nous préparer, Ce qui nous fait défaut, c'est ça. C'est de nous prémunir. Ouais. C'est de prévenir ce genre de catastrophes. Prémunir les feux de forêt, les inondations. Comment exactement? Les intempéries, les préparer d'abord par une gestion de crise adéquate. Ouais. D'abord, quand la crise elle intervient, nous avons constaté parfois que quand il y a la crise, les moyens existent, mais l'organisation fait défaut. Oui. Le problème ne réside pas dans le manque de moyens. Pas toujours. Pas toujours. Quand nous vivons des intempéries, des feux de forêt, des catastrophes naturelles, nous constatons que les moyens sont là. On n'arrive pas à articuler, à organiser. Oui. Donc nous devons nous améliorer sur cet aspect et réorganiser tous ces moyens à l'effet d'intervenir le plus vite possible. Et là, encore une fois, l'élan de solidarité dans ces moments précis est immense. L'année dernière, la wilaya de Tiaret a vécu des feux de forêt qui ont ravagé l'été dernier 545 hectares au niveau de la wilaya de Tiaret.
on a été avisé par les citoyens, par le mouvement associatif. On a été avisé du déclenchement de départ de feu par les citoyens qui ont été les premiers, croyez-moi, qui ont été les premiers à occuper le terrain. Ce sont toujours les citoyens qui avertissent les premiers, hein, dans la plupart des cas. Je vous le dis, ils ont été les premiers dans une forêt limitrophe du chef-lieu de la wilaya. Ils ont été les premiers à occuper le terrain, à s'investir pour maîtriser ce feu de forêt. Donc le travail qui nous attend, le défi, c'est comment agir pour gérer comment d'abord gérer la crise quand elle se présente. Les moyens sont là. Nous avons le plan Orsec. Pas toujours, Monsieur Dramchi. Il n'y a pas toujours les moyens qu'il faut. On l'a vu lors des feux de forêt. Tous les moyens que nous avions ont été déployés et ça n'a pas été suffisant. Quand la crise est importante, on a besoin d'être renforcé par les wilayas limitrophes. Un incendie de l'ampleur qu'ont connu les citoyens au niveau de la wilaya de Khenchela nécessite l'apport et le soutien d'autres wilayas. C'est tout à fait normal. La wilaya de Khenchela, avec les moyens dont elle dispose, ne sont pas suffisants, évidemment, pour y faire face. Pour y faire face, mais la protection civile, le ministère de l'Intérieur, chaque année, il dote la protection civile de moyens considérables pour faire face à ces feux de forêt. Mais vous savez, madame, dans tous les pays du monde, quand il y a une crise de cette ampleur, la solidarité doit venir afin d'être un renfort aux moyens des pouvoirs publics. Oui, mais la politique d'anticipation doit être prioritaire, anticiper sur ces crises pour ne pas avoir à les gérer comme elles se présentent finalement. C'est ce que nous prémunir et prévenir ces crises. C'est ce qui nous fait défaut encore aujourd'hui, dans différentes formes de catastrophes naturelles, pareil avec les feux, les inondations aussi. Cette anticipation concernant les inondations, les intempéries. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, aujourd'hui, une averse peut causer beaucoup de dégâts. Oui. Si on n'est pas préparé, si les avaloirs ne sont pas curés, si les oueds ne sont pas nettoyés, une averse de quelques minutes peut provoquer des dégâts immenses. Donc nous devons agir en amont et préparer, nous prémunir et prévenir contre ces intempéries, pour ne citer que l'exemple des intempéries. Travailler donc en étroite collaboration avec la délégation nationale de prévention des risques majeurs, qui dépend, je crois, du ministère de l'Intérieur. Tout cela, vous dites justement qu'il faut nous prémunir, il faut le faire, mais les résultats, encore une fois, peinent à être visibles lorsqu'il y a des inondations, et ça se répète un peu chaque année. Une simple averse de quelques heures cause des inondations incroyables. Oui. Les feux, c'est aussi chaque année. Est-ce qu'il ne faut pas, là, aller à un niveau supérieur de prévention et de se doter de moyens beaucoup plus importants? De moyens plus importants. Pour lutter contre ces catastrophes naturelles, les gérer. Mais la mission de la délégation nationale des risques majeurs, c'est de mettre en place cette stratégie nationale, une stratégie nationale pour prévenir et prémunir ces inondations. Parce que les collectivités locales sont en aval. Donc mais chaque wilaya a ses spécificités, Monsieur Dramchi. Oui. Donc quand je parle de travail de proximité avec cette délégation, c'est aussi faire part des attentes de chaque wilaya, du profil de chaque wilaya à cette délégation. Les moyens qu'on doit déployer à Khenchela ne sont pas forcément les mêmes qu'on déploie à Tamen Rasset ou ailleurs. Bien sûr, tout à fait. Mais je reviens sur les moyens. Oui. Excusez-moi, c'est pas toujours une question de moyens. Évidemment. Pas une question de moyens. Quand nous déployons les exercices dans le cadre du plan Orsec, les exercices qui sont actualisés chaque année, on se rend compte que finalement, le défi, c'est l'organisation.
c'est l'organisation de ces moyens afin de faire face à ces risques majeurs. Très bien. On va terminer sur une question importante qui a trait à la pandémie de la Covid-19. Il y a aujourd'hui une capacité de production d'oxygène de 500 000 litres jour, avec de nouvelles usines à Oran, à Ouargla, en plus de celles à Alger. Le président a ordonné de doter tous les hôpitaux du pays de moyens de production d'oxygène selon la taille et les besoins de chaque structure sanitaire. Est-ce que cela veut dire, et cela incombe encore une fois au Wali directement, d'engager ces moyens avant la 4e vague qu'on annonce peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, on ne sait pas encore. Est-ce que cela veut dire qu'on ne connaîtra plus le scénario de l'été dernier, ce malheureux scénario, et que nous ne verrons plus ce qu'on a vu l'été dernier avec la pandémie? D'abord, laissez-moi vous dire que la situation de la pandémie s'est nettement améliorée depuis quelques semaines, Dieu merci, mais cela ne nous empêche pas de nous préparer éventuellement à une autre vague, et c'est la raison pour laquelle le président de la République a donné l'instruction en effet de doter les hôpitaux de concentrateurs d'oxygène et parfois, quand on le peut, de stations d'oxygène. D'unités de production. De stations au niveau des hôpitaux pour que les hôpitaux soient autonomes en matière de production. Alors vous, par exemple, au niveau de la wilaya de Tiaret, est-ce qu'il y a ces moyens? Oui, nous avons acquis tout récemment 3 stations d'oxygène au niveau des hôpitaux de la wilaya de Tiaret, au niveau des grands hôpitaux, au niveau de 3 grands hôpitaux de Tiaret. En plus des concentrateurs d'oxygène qui ont été en grande partie fournis par ce mouvement, l'élan de solidarité. Mais le plus suffisamment de générateurs d'oxygène. En tout cas, ça nous a permis de gérer cette situation de crise que vous avez évoquée à un moment. Oui. La solution, c'est ces stations d'oxygène au niveau des hôpitaux qui permettront d'avoir une autonomie en matière d'oxygène, en plus des 500 000 dans la production, comme a dit M. le Président de la République, des 500 000 litres jour qui sont produits de façon journalière à l'échelle nationale. Donc, pour répondre à ma question, nous ne verrons plus les scènes de panique déjà, où les gens cherchaient tout simplement les concentrateurs un peu partout. J'espère que nous n'allons pas vivre une 4e vague, je l'espère, je le souhaite. Mais en tout cas, il faut qu'on s'y prépare. Oui. Il faut qu'on se prépare à cela. Et au niveau de la wilaya de Tiaret, avec les 3 stations d'oxygène, avec les concentrateurs que nous avons reçus, nous serons à l'abri de la crise que nous avons vécue il y a quelques semaines à l'occasion de la 3e vague meurtrière, il faut le dire. Merci Monsieur Mohamed Amin Dramchi d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci d'avoir été notre invité. C'est donc la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement. Excellente suite des programmes. Bonsoir.